Ne faites pas attention à elle. Ce n'est qu'un déchet de l'armée. Il l'a dit assez fort pour que le tintement des vers s'arrête. Assez fort pour que même le quatuor à cordes hésite au milieu d'une note. Assez fort pour que moi, debout à moins de 10 pieds, toujours en uniforme, toujours en talons, tout juste mariée, je puisse sentir la chaleur monter dans ma nuque, comme un soleil levant de honte que je n'avais pas demandé. Quelques invités ont ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Puis David s'est levé. Mon mari, mon subordonné, mon commandant en second, techniquement. Calme, maîtrisé, sans excuse. Il s'est tourné vers mon père, a levé son propre verre de champagne et a dit clairement « Monsieur, ce déchet est mon officier supérieur. » Mon père a recraché du vin sur le devant de sa chemise de cérémonie. Personne n'a ri cette fois. Un silence est tombé sur la pièce, si épais qu'il aurait pu se saluer lui-même. Et avant que vous ne demandiez, oui, je suis resté debout. Pas de larmes, pas de mots, parce que ce n'était pas le moment où j'ai craqué. C'était le moment où je me suis souvenu. Première partie, l'insulte. Les gens aiment croire que les familles s'effondrent lors de grands éclats dramatiques. Des disputes hurlantes, des portes claquées, des menaces juridiques. Mais la mienne s'est dénouée tranquillement dans le silence du dimanche, dans des questions jamais posées, dans des pièces où mon nom n'était pas prononcé. Pas par haine, mais plutôt par principe. Mon père était un soldat avant d'être un père. Le colonel Thomas Tommy Blackwell, 3 déploiements, 2 étoiles de bronze, une conviction inébranlable. Les filles ne sont pas des soldats. Il serrait la main d'étrangers en uniforme avant de me demander comment j'allais. Il n'a jamais dit « je t'aime ». Il disait « continuez ». Il ne m'a jamais appelée ma chérie. Il m'appelait « la fille ». Ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Un cancer du sein, rapide et cruel. Après cela, la maison est devenue encore plus silencieuse. Les seuls sons provenaient de l'horloge grand-père dans le couloir et des ordres occasionnels aboyés. Enlevez vos chaussures avant de toucher le tapis. Redressez vos épaules. Ne marmonnez pas. J'ai appris tôt comment survivre en silence. À 15 ans, je savais repasser un uniforme de manière plus nette que n'importe quel pressing. À 16 ans, je pouvais réciter les valeurs de l'armée à l'envers. À 17 ans, j'avais mémorisé le plan du campus de West Point, pas grâce à des visites, mais à partir de cartes que je cachais sous mon matelas. Quand j'ai dit à mon père que j'avais l'intention de postuler, il n'a pas crié. Il a juste ri. Pas un rire franc, plutôt un court aboiement guttural. Puis il s'est levé, est sorti de la pièce et a laissé son dîner à moitié fini dans l'assiette. C'était notre dynamique. Il ne discutait pas, il écartait. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation, je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine à côté de sa tasse de café. Il ne l'a jamais reconnue. 3 mois plus tard, il m'a conduite à la gare routière. Pas à West Point, juste au Greyhound. Il a ouvert le coffre, a déposé mes sacs et m'a tendu une enveloppe pliée. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 $ et une note dactylographiée. « Tu auras besoin de bottes. Ne te ridiculise pas. » Pas de signature, pas d'au revoir. Il n'a même pas attendu que mon bus s'éloigne. Ce jour-là, j'ai arrêté d'essayer de le gagner. Mais je n'ai jamais arrêté de l'observer. Pas quand il faisait des discours lors d'événements pour vétérans, parlant de loyauté et d'honneur comme s'il les avait inventés. Pas quand il serrait la main de mes frères lors de leur promotion, même si aucun d'eux n'a duré plus de 2 ans sous l'uniforme. Et pas quand j'ai été diplômée de West Point avec les honneurs et que le siège marqué « Parents du cadet Blackwell » est resté vide. Pendant des années, nous avons vécu dans des mondes parallèles mais séparés. Il entendait parler de mes déploiements par des proches. Je ne voyais son visage que dans des coupures de presse. Puis est venu l'Afghanistan. J'ai dirigé la logistique d'une opération humanitaire en 2013. J'ai coordonné les convois, négocié des routes terrestres, maintenu des équipes en vie sous une chaleur de 118 degrés sans renfort et sans aucune marge d'erreur. Quand j'ai été promu capitaine, je lui ai envoyé une courte lettre, une seule ligne. J'ai monté en grade. Il me l'a renvoyée sans l'ouvrir. Je n'ai pas réessayé. J'ai gravi les échelons discrètement.
2 grades, puis 3, puis le commandement. Mes équipes me respectaient parce que je ne leur demandais jamais de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. Mais chaque fois que je fermais la fermeture éclair de cet uniforme, je pouvais encore entendre sa voix résonner dans ma tête. « Tu ne seras jamais un vrai soldat. » Pas en jupe. Je n'ai plus jamais porté de jupe après cela. Et maintenant, debout à ma propre réception de mariage, des années et des galons plus tard, 4 déploiements derrière moi, d'innombrables vies protégées, je l'ai entendu tout réduire à quelques mots. Ne faites pas attention à elle. Ce n'est qu'un déchet de l'armée. L'homme qui ne m'a jamais salué. L'homme qui n'est pas venu à ma remise d'officier. L'homme qui ne m'avait pas vu en uniforme une seule fois en 12 ans. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il pensait que c'était son moment de parler. Mais ce n'était pas son moment. C'était le mien. Et le chapitre suivant n'a pas commencé par son insulte. Il a commencé par la voix de David traversant la honte comme une lame à travers le brouillard. « Monsieur, ce déchet est mon officier supérieur. Mon père a toujours voulu 3 fils. Ce n'est pas une spéculation. Il l'a dit à haute voix. Une fois, lors d'un dîner de Noël en famille, quand mon frère aîné a annoncé que sa petite amie était enceinte, papa a porté un toast à la table et a dit « Espérons que ce soit un garçon. Cette famille a besoin de plus d'hommes en uniforme. » Tout le monde a ri, même maman, pas moi, parce que je l'avais déjà entendu de manière plus subtile. Le morceau de viande supplémentaire dans les assiettes de mes frères. La façon dont il leur remettait des médailles de défi de ses déploiements, mais me donnait des aimants de réfrigérateur. La façon dont il disait « Les garçons sont de retour » quand ils revenaient de leur première période dans l'armée et m'appelait « la fille », même quand je me présentais en treillis. Mes frères n'ont pas tenu le coup. Ryan a été recalé de l'école des Rangers après 3 semaines. Derek a passé les classes, mais a abandonné après une audience disciplinaire pour avoir bu en service. Je n'ai jamais rien dit. J'ai juste continué à étudier, à m'entraîner, à grimper. Mais pour mon père, je n'étais même pas dans la course. Il m'appelait une civile en camouflage. Il disait que je lisais trop de livres pour savoir saigner correctement, disait aux gens que je m'essayais au service comme si c'était un passe-temps dont je me lasserais. L'ironie, c'est que c'est moi qui cirais ses bottes tous les dimanches matins en grandissant, celle qui restait dans le couloir à écouter les histoires de guerre qu'il racontait à ses vieux copains autour d'un bourbon, celle qui connaissait les noms de chaque homme de son peloton avant d'avoir l'âge légal de conduire. Quand maman était encore en vie, elle essayait d'équilibrer les choses. Elle m'embrassait le front après qu'il soit sorti de la pièce et murmurait « Tu as plus de cran dans ton petit doigt que ces garçons dans leurs bottes. » Elle était une douce professeure de littérature. Elle sentait toujours la lavande et les vieux livres. Elle m'a appris que la force ne criait pas toujours. Parfois, elle restait simplement immobile et ne reculait pas. Mais après sa mort, la maison s'est transformée en salle d'exercice. Le petit déjeuner était à 6 heures pile, les chaussures à des angles de 90 degrés, la télévision éteinte à 19 heures précises. Il n'y avait pas de photos de famille dans le salon, juste des médailles, des citations encadrées, des drapeaux pliés avec une précision chirurgicale. Il n'élevait pas des enfants. Il formait des subordonnés. Je n'étais pas exemptée des règles, juste exclue des récompenses. Mon premier vrai moment de rébellion n'a pas été de crier. Ce n'était pas de claquer des portes ou de sortir en cachette. C'était de gagner. À 15 ans, je me suis inscrite à la compétition d'aptitude physique du JROTC de l'État. Ryan avait terminé 10e 2 ans auparavant. Derek avait raté les tractions et abandonné à mi-chemin. Je me suis entraînée seule, en secret, tôt le matin avant l'école, et tard le soir, dans notre garage glacial avec un sac de sable improvisé et une vieille corde à sauter. J'ai remporté la première place, record pour la division féminine. Top 5 dans toutes les catégories, y compris les cadets masculins. Quand j'ai rapporté la médaille à la maison, papa n'a pas dit un mot, il l'a juste regardée. Puis il m'a regardée, est sorti et a tondu la pelouse. C'était le rythme de notre relation. Je réussissais, il ignorait. Plus j'accomplissais de choses, plus il devenait silencieux, jusqu'à la nuit où j'ai reçu l'offre de West Point.
J'avais répété comment lui dire dans ma tête 100 fois. J'avais imaginé différentes versions. La larme de fierté, le hochement de tête serré, le discours du genre « peut-être qu'on se comprend enfin ». Au lieu de cela, j'ai dit que j'avais été admise et il n'a rien dit. Il a cligné des yeux une fois, s'est penché en arrière dans sa chaise et a monté le son de la télévision. Il n'a même pas demandé quelle branche. Il n'a pas demandé quand je partais. Il n'a rien demandé. Le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe Kraft sur mon lit. À l'intérieur se trouvaient des impressions de dossiers d'inscription pour des écoles d'infirmières, des programmes administratifs et un cours de cosmétologie à Dallas. Pas d'armée, pas de West Point, pas de foi, juste des chemins de papier pour m'éloigner de l'uniforme. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Il ne me haïssait pas. Il ne pouvait simplement pas me contrôler. Et s'il ne pouvait pas me façonner selon sa vision d'un soldat, il préférait m'effacer de la conversation. Alors, je suis partie. Sans fureur, sans larmes, avec résolution. Dans un sac de sport rempli d'uniformes impeccables que j'avais moi-même préparés. Le trajet en bus vers New York a duré 2 jours. Je n'ai pas dormi. Mais au moment où j'ai posé le pied sur le campus, je l'ai ressenti. Pas de la fierté, pas même du soulagement. Un sentiment d'appartenance. Pour la première fois, j'étais entourée de gens qui me jugeaient non pas par ma lignée, mais par mes efforts. Je n'étais pas la fille dans le mauvais uniforme. J'étais une cadette, une future officier. Et alors que je me tenais là, en formation, le soleil sur mes épaules, je me suis murmuré « mérite tout, n'attends rien ». C'est devenu mon code. Parce que si je ne pouvais pas être le fils qu'il voulait, je deviendrais le soldat qu'il ne pourrait pas ignorer. West Point se moquait que je sois la fille de quelqu'un. L'école s'intéressait à la vitesse à laquelle je pouvais courir 1 mile, à ma capacité à diriger sous pression, au nombre de nuits où je pouvais rester vigilante avec 3 heures de sommeil et une équipe de combat comptant sur mes décisions. Je n'étais pas exceptionnelle au début. J'étais moyenne, fatiguée, calme, mais j'ai appris vite. J'ai appris à raffermir ma voix pour qu'elle ne tremble pas en criant des ordres à des cadets 2 fois plus grands que moi. J'ai appris à faire les coins d'un lit si serrés qu'on pouvait y faire rebondir une pièce. J'ai appris à me fondre dans la masse sans disparaître. Comment diriger sans faire de bruit. Durant ces premières années, alors que d'autres appelaient un chez eux pour chercher du réconfort, je restais silencieuse. Il n'y avait personne à appeler. Mon père n'a jamais répondu. Mes frères avaient leurs propres problèmes. La dernière fois que j'ai essayé de laisser un message, la boîte vocale était pleine. J'ai arrêté de composer le numéro après cela. Ce que j'avais, c'était moi-même et l'armée, et je leur ai tout donné. Au moment où j'ai reçu mes épaulettes, j'avais gagné plus qu'un simple grade. J'avais gagné une réputation. Pas bruyante, pas tape à l'œil, juste fiable, solide au feu, un leader qui ne craquait pas quand les autres pliaient. Lors de ma cérémonie de remise de grade, tous les autres avaient leur famille pour épingler leurs galons. J'ai épinglé les miens moi-même. Personne n'a demandé pourquoi. Peut-être qu'ils savaient, peut-être pas. Après la cérémonie, un instructeur supérieur qui m'avait encadré m'a prise à part et m'a dit « Vous dirigez comme si on vous avait dit toute votre vie que vous ne le pourriez pas, et ça se voit. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste haché la tête. J'ai été affectée à une unité logistique à Colorado Springs. Pas glamour, mais critique. Je faisais tourner les rouages, fournitures, itinéraires, exercices de préparation. Pas de médailles, pas d'histoire de héros, mais le travail comptait. Une nuit, lors d'une opération d'entraînement conjointe, un nouveau lieutenant est entré dans ma tente et m'a tendu un dossier sans me regarder dans les yeux. J'ai demandé ce que c'était. Il a dit « Juste des trucs ennuyeux. On s'est dit que vous seriez doué pour la paperasse. » Ce dossier contenait notre plan de préparation au déploiement. Il supposait que je ne remarquerais pas qu'il était incomplet. Je l'ai reconstruit de zéro pendant la nuit, signalé 3 chaînes d'approvisionnement manquantes et dérouté un convoi qui aurait été bloqué dans un col de montagne pendant une tempête de neige. Après cela, ils ont arrêté de l'appeler « les trucs ennuyeux ». Ils l'ont appelé « le plan de guerre de Blackwell ». Je n'essayais pas de me démarquer.
J'essayais de faire en sorte que personne ne se fasse tuer. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la logistique. Ce n'est pas une question de caisse et de cartes. C'est une question de personnes qui rentrent chez elles. Au cours de ma 2e année, nous avons perdu un caporal à cause d'un coup de chaleur lors d'une marche d'entraînement. Défaillance de l'équipement, mauvaise décision, évitable. Cela m'a anéanti. J'ai commencé à mettre en place un nouveau système de contrôle. Rapports anonymes, registre de température, audit d'hydratation. Certains ont dit que c'était excessif. Puis le bataillon voisin du nôtre a perdu 2 autres soldats l'été suivant. Nous n'avons perdu personne. Personne ne m'a donné de médaille, mais ils ont arrêté de remettre en question mes méthodes. C'était suffisant. Je suis montée en grade discrètement, un galon à la fois. Chaque promotion s'accompagnait d'un peu plus de silence de la part de mon père. Quand je suis passée capitaine, je lui ai envoyé une photo. Il n'a pas répondu. Quand j'ai publié un article dans Army Times sur le commandement féminin et les rôles de soutien au combat, il a laissé un message vocal. 10 secondes. Alors, vous faites des interviews maintenant. Soyez prudente. Pas de félicitations, pas de reconnaissance, juste un avertissement. Je l'ai effacé. À ce stade, il ne s'agissait plus d'obtenir son approbation. Il s'agissait de distance. Une distance tactique mesurée. Il ne m'avait pas renié. Il ne m'avait simplement jamais revendiqué, ce qui, d'une certaine manière, était pire. Me renier aurait été définitif. C'était une omission permanente. Pourtant, j'ai continué à diriger. Mes unités ont grandi. Mon expérience aussi. Afrique, Corée du Sud, Pologne, Syrie. Je n'étais pas seulement responsable des lignes d'approvisionnement. Je formais des officiers subalternes. J'établissais des couloirs d'évacuation. Je négociais avec les agents de liaison de l'OTAN. Et j'ai fait tout cela en portant le poids d'avoir été mise en doute depuis ma naissance. Certains disent que ce genre de pression vous brise. Elle ne m'a pas brisée. Elle m'a construite, non pas grâce à lui, mais à cause de lui. J'ai appris à être exigeante parce que son silence ne laissait aucune place à l'erreur. J'ai appris à être disciplinée parce que son approbation était toujours hors de portée. J'ai appris à être précise parce que mon identité était toujours floue sous la définition de quelqu'un d'autre. Ainsi, quand l'armée a jugé bon de me renvoyer sur le territoire national, désormais en tant qu'officier supérieur des opérations, je n'ai pas scié. Je me suis redressée, j'ai pris une inspiration et je me suis enfin autorisée à me demander non pas ce qu'il en penserait, mais ce que je ferais ensuite. C'est là que j'ai rencontré David Monroe. Et c'est là que tout a basculé. David Monroe n'essayait d'impressionner personne. C'est ce qui m'a frappé en premier. Il est entré dans la salle de briefing à Fort Liberty avec ses manches retroussées, une tablette sous le bras et aucun besoin de fanfaronner. Je donnais un compte-rendu sur l'atténuation des risques pour les convois. La plupart des gars du renseignement décrochaient quand la logistique prenait la parole. Pas lui. Il posait des questions pointues, le genre qui montrait qu'il avait lu tout le rapport 2 fois, et pas juste pour pinailler, mais pour le renforcer. Quand la réunion s'est terminée, il a attendu que tout le monde soit parti, puis s'est approché de mon bureau. Si vous réaffectez l'itinéraire Echo 3 km à l'ouest, vous contournerez la section non sécurisée près du village d'Albar. Meilleur terrain, moins d'yeux. Il a tapoté le coin de ma carte. Je n'aimais pas qu'on touche à mes cartes, mais il avait raison. Alors je l'ai regardé et j'ai dit « Vous, les gars du renseignement, vous êtes toujours aussi polis ?» Il a souri, seulement avec les officiers qui me surpassent en grade. C'était notre début. Pas de feu d'artifice, pas de flirt, juste un respect mutuel. Nous avons fini par être déployés en Syrie sous la même force opérationnelle interarmée, lui au renseignement, moi à la coordination des opérations. C'était une zone difficile. Menaces improvisées, interférences civiles, terrain changeant. Nous avons perdu 2 véhicules à cause d'engins explosifs le premier mois. David n'était pas imprudent, mais il était présent à chaque briefing, chaque rapport après action, chaque visite de terrain qu'il n'avait pas techniquement besoin de faire. Une fois, lors d'un passage de relais tendu avec les forces locales, les choses ont mal tourné.
Un interprète a pris peur. Les doigts se sont serrés sur les détentes. J'ai pris les devants, je les ai calmés. Je n'ai pas scié. Quand ce fut fini, il m'a prise à part et a dit « Vous ne tressaillez jamais, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit « Pas quand c'est important. » Nous n'avons commencé à sortir ensemble que 8 mois plus tard, après la fin de la rotation, après la fermeture des dossiers, après que le sable ait enfin cessé de grincer dans nos bottes. Il était doux, pas mou. Il y a une différence. Il n'a jamais traité mon grade comme quelque chose autour duquel il fallait marcher sur des œufs. Il le respectait et me respectait, avec le genre de révérence qui naît du fait d'avoir saigné sous les ordres. Nous nous retrouvions pour un café, partagions des histoires de déploiement en demi-phrases, rions doucement de choses qui n'auraient aucun sens pour des civils. Il savait écouter sans sonder, et il n'a jamais une seule fois essayé de me réparer. Cela comptait plus que je ne peux l'expliquer. La plupart des hommes avec qui j'étais sortie essayaient d'adoucir le soldat en moi. David m'a simplement rejointe là où j'étais. La première fois que j'ai rencontré ses parents, ils m'ont appelée « Madame ». La première fois qu'il a rencontré les miens, eh bien, il ne l'a pas fait, parce que je ne les ai pas invités. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je savais déjà ce qui se passerait. Mon père aurait serré la main de David, m'aurait regardé et aurait dit quelque chose comme « Tu peux trouver mieux ». Alors, j'ai épargné l'insulte à David. Au moment où il m'a demandé en mariage, nous avions déjà traversé ensemble plus de choses que la plupart des couples n'en vivent en une vie. Ce n'était pas un grand geste, pas de flash mob, pas de toit éclairé à la bougie. C'était juste nous deux, marchant dans le cimetière national d'Arlington, après avoir assisté aux funérailles d'un collègue officier. Il s'est arrêté devant un banc de pierre, a sorti une bague et a dit « Je sais que tu n'as besoin de personne, mais j'aimerais servir à tes côtés dans tout ce qui viendra ensuite. » Je n'ai pas pleuré. J'ai juste haché la tête, pris la bague et répondu « Alors, commençons la prochaine mission. » Notre plan était simple. Mariage militaire, petit, sans chichi, uniforme de cérémonie pour moi, costume bleu pour lui, pas de demoiselle d'honneur, pas de parents envahissants. Au début, j'ai hésité à inviter mon père, mais il restait cette petite lueur d'espoir, un coin endormi de ma poitrine, qui voulait qu'il soit assis dans la foule et ne dise rien. Le silence, à ce stade, aurait été une bénédiction. J'ai donc envoyé une invitation formelle. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un coupon-réponse. Pas de note, juste une personne de cocher. Pas de nom, pas de signature. J'aurais dû m'en douter. Mais l'espoir est une habitude qui meurt lentement. Nous avons réservé la chapelle de Fort Myer. Vieille, propre, solennelle. Quand j'ai dit à mon équipe que je ne voulais pas de demoiselle d'honneur, ils ont haché la tête. Puis, 2 nuits avant le mariage, ils se sont présentés quand même. 4 soldats, 2 Marines, un aviateur que j'avais sorti d'une zone inondée en 2016. Ils n'étaient pas là pour faire la fête. Ils étaient là pour m'escorter. « Tu ne nous as jamais laissé tomber », a dit l'un d'eux. « Maintenant, c'est notre tour. » Le matin du mariage, je me suis tenue devant le miroir et j'ai ajusté le col de mon uniforme de service blanc de l'armée. Garniture dorée, épaules nettes, médaille méritée, pas offerte. Mes cheveux étaient tressés serrés, pas de voile. En enfilant mes bottes, j'ai pensé à chaque femme à qui l'on avait dit qu'elle n'était pas assez soldat, pas assez épouse, pas assez femme. J'ai pensé à ma mère. Et puis, j'ai pensé à l'homme qui m'attendait à l'hôtel. Pas pour me sauver, mais pour se tenir à mes côtés. David ne m'a jamais demandé d'être moins que ce que j'étais dans cet uniforme. Et c'est pour cela que je l'ai choisi. Non pas parce qu'il me rendait plus douce, mais parce qu'il ne me faisait jamais sentir que j'avais tort d'être moi. Nous n'avons pas eu de dîner de répétition. Pas besoin. Notre cérémonie était réglée comme une horloge. Propre, précise, intentionnelle, comme tout ce que nous avions fait sous l'uniforme. Mais la nuit précédente, alors que j'étais assise à polir les cuivres de mon revers, David a frappé doucement à la porte de mon quartier. « Je sais que la tradition veut que l'on reste séparés », a-t-il dit. Mais je me suis dit que ça ne te dérangerait pas si je rompais le protocole juste pour cette fois.
Il a apporté 2 cafés, noirs, sans crème, sans sucre. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, nos bottes se touchant, sans un mot pendant un long moment. Finalement, il m'a regardé et a dit « Demain, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, ni à ton père, ni aux invités. Juste à nous. » J'ai acquiescé. Je sais. Il a penché la tête. Mais est-ce que tu y crois? C'est ça, le truc avec David. Il savait quand mon silence était une armure et quand c'était un poids. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement penchée en avant. J'ai pressé mon front contre le sien et j'ai murmuré « On se voit à 13h. » Le matin du mariage, la chapelle de la base était inondée de mouvements calmes. Mon équipe est arrivée tôt, en uniforme de cérémonie complet. Ils ne faisaient pas partie de la cérémonie, ils étaient simplement là. L'un a apporté un drapeau plié, un autre a apporté une photo de Samira, mon amie tombée en Syrie. Ils l'ont placée sur un banc près du devant. Personne n'a dit un mot. J'avais demandé la simplicité. Ce que j'ai obtenu, c'est de la loyauté. À 12h45, je me tenais derrière les doubles portes de la chapelle. L'air à l'intérieur était froid. Mes mains étaient stables. Et c'est là que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, pas d'objet, juste 5 mots. Ne ridiculise pas encore la famille. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Je n'avais pas besoin de me demander qui l'avait envoyé. J'ai simplement glissé le téléphone dans la poche de ma veste, ajusté mes gants et fait un signe de tête à l'équipe d'escorte. Allons-y. Les portes se sont ouvertes. Il n'y avait pas de musique, pas d'applaudissements, juste 200 soldats, officiers et vétérans se levant comme une marée montante, tout d'acier et de silence. David se tenait près de l'autel, les épaules en arrière, les yeux verrouillés sur les miens. Et pendant un instant, la guerre en moi, les années de rejet, les silences, l'affection retenue se sont enfin tus. Parce qu'il ne s'agissait pas de savoir qui n'était pas là, mais qui l'était. La cérémonie a été courte, des vœux clairs, pas de mots inutiles, servir l'un à côté de l'autre dans le chaos et dans le calme, honorer ce que nous avons construit et protéger ce que nous sommes devenus. Puis est venue la réception. Nous avons choisi un mess près des quartiers des officiers, modeste, respectueux, des uniformes partout, plus de rubans que je n'en avais jamais vu en dehors d'un briefing du Pentagone. Quelqu'un jouait une version jazz de America the Beautiful à la trompette. Il y avait du pain de maïs, du whisky. Quelqu'un avait apporté un gâteau en forme de Humvee. Nous avons ri. J'en étais à mon 2e verre quand je l'ai vu. Le colonel Thomas Blackwell. En grande tenue bleue, impeccable, se tenant près du bar, entouré de quelques vieux de la vieille. J'ai vaguement reconnu des hommes qui avaient servi avec lui en 91. Ils ne m'avaient pas salué, n'avaient pas reconnu la cérémonie, n'avaient même pas applaudi. Ils restaient simplement là, sirotant un verre de vin, les yeux balayant la pièce comme s'il inspectait une formation. Puis, alors que je passais à proximité, je l'ai entendu dire « Ne faites pas attention à elle, ce n'est qu'un déchet de l'armée. » Il a ricané en disant cela. Les autres ont ri aussi, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il le fasse. Je me suis figée. Le verre dans ma main m'a semblé soudain trop léger, trop bruyant. Je ne me suis pas retournée, je n'ai pas scié. Mais David, lui, l'a fait. Il était à 2 pas derrière moi. Il l'avait entendu lui aussi. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas pris de pause. Il a simplement fait un pas en avant, a fait face à mon père et a parlé avec une clarté si tranchante qu'elle a coupé court à toutes les conversations de la pièce. « Monsieur, ce déchet est mon officier supérieur. » Silence. Pas un silence poli. Pas un silence gêné. Un silence chargé. Mon père a cligné des yeux, puis s'est étouffé, littéralement. Il a recraché du vin sur le devant de son uniforme et a toussé 1 fois, 2 fois, les yeux écarquillés, le visage rouge. Quelqu'un lui a offert une serviette. Il ne l'a pas prise. David n'a pas bougé. Il est resté là, le regard à niveau, le dos droit, les mains derrière le dos, au repos
mais inébranlable. Et lentement, un par un, les invités autour de nous ont commencé à se lever. D'abord un major des Marines, puis un infirmier de la marine, puis un SEAL à la retraite avec une jambe prothétique. Personne n'a rien dit. Ils se sont simplement levés. Pas pour le spectacle, pas pour la vengeance, mais par respect. Mon père a regardé autour de lui, déconcerté. Puis il s'est détourné et est sorti. Pas d'au revoir, pas d'excuses, juste des bruits de pas sur le carrelage et une porte qui se referme. Je ne l'ai pas suivi. Je suis restée. Et quand j'ai regardé David, il m'a juste fait un petit signe de tête. Pas « je l'ai fait pour toi », mais « je l'ai fait parce que c'était juste ». Ce fut le moment où j'ai arrêté d'essayer de mériter le salut de mon père et où j'ai commencé à croire que je n'en avais pas besoin. Après le départ de mon père, la pièce n'a pas retrouvé son calme, elle a retenu son souffle. Personne n'a fait de scène. Personne n'a comblé le silence avec des bavardages nerveux. Au lieu de cela, les personnes qui comptaient ont fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elles sont restées. Elles sont restées debout. Quelques-uns ont salué, d'autres ont haché la tête. Pas de caméra, pas de mise en scène, juste une présence. J'ai senti une main effleurer la mienne. C'était l'adjudant-chef Reyes, l'un de mes plus anciens sous-officiers. Il s'est penché et a dit « Il a flanché ». Ça veut dire que vous avez gagné. J'ai souri, mais je n'ai pas ri, parce que je n'essayais pas de gagner. Pas vraiment. J'essayais juste de respirer sans le poids d'avoir à prouver mon existence. Le reste de la réception s'est déroulé par vagues. La musique a repris. Les assiettes ont été remplies à nouveau. Les plaisanteries ont adouci les angles. Mais quelque chose avait changé. Les invités, surtout ceux en uniforme, me traitaient comme plus qu'une simple mariée. Ils me traitaient comme une égale, un leader. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvée sur le balcon à l'extérieur de la salle, l'air nocturne vif, teinté d'embrun marin. David m'a rejointe. Il n'a pas parlé au début, restant simplement là, les bras croisés, me laissant assimiler. Puis, doucement, « Ça va ?» J'ai acquiescé. Oui, je ne pensais juste pas qu'il avait encore ce genre de venin en lui. Il a expiré lentement. Ce n'était pas dirigé contre toi. Je me suis tournée. Il me l'a dit en face. David a secoué la tête. Il a dit ça à la partie de toi qu'il n'a jamais comprise, et maintenant, il ne peut plus l'ignorer. J'ai laissé cette phrase m'imprégner parce que je savais qu'il avait raison. Le colonel Blackwell n'est pas parti parce qu'il avait honte de moi. Il est parti parce que la pièce n'était plus d'accord avec lui. La culture qu'il avait bâtie, où les femmes en uniforme étaient des blagues, des accessoires ou des notes de bas de page, s'était effondrée autour de lui. Et pour la première fois, c'était lui qui n'était plus au pas. Plus tard cette nuit-là, de retour dans nos quartiers, j'ai enlevé mes gants lentement, les ai posés à côté de la veste pliée. Mes médailles ont capté le clair de lune à travers la fenêtre. David était assis sur le bord du lit, délaçant ses chaussures. J'ai finalement rompu le silence. Il m'a appelé déchet de l'armée. David n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « Est-ce que tu y crois ?» J'ai regardé mon uniforme reposant soigneusement sur la chaise. 4 rangées de citations, les insignes d'un commandant supérieur. Je me suis souvenu d'avoir traîné des soldats blessés dans la boue, d'avoir dirigé des convois scindés sous le feu, d'avoir écrit des lettres de condoléances que je ne pouvais pas signer sans trembler. Et j'ai chuchoté « Non, je n'y crois pas ». David a haché la tête une fois, fermement. Alors il a perdu sur le champ. Cela aurait dû être la fin. Mais ça ne l'a pas été, car le lendemain matin, un message est arrivé. Un courriel, sans objet, juste 5 mots. J'étais dehors, j'ai écouté. Pas de signature, pas d'explication. Mais je reconnaissais l'écriture, le rythme, la retenue. Le colonel Blackwell avait regardé la cérémonie. Il n'était pas assis sur les bancs, il n'avait pas salué, mais il avait été là, puis il était reparti. J'ai fixé l'écran, attendant quelque chose de plus. Une deuxième ligne, un soupçon de contrition, même juste un « je suis fier », mais ce n'est jamais venu.
Seulement ces 5 mots. David s'est penché sur mon épaule et l'a lu aussi. Il a demandé « Tu vas répondre ?» J'ai dit « Il n'y a rien à répondre. » Et je le pensais. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas déçue. J'étais simplement lucide. Car maintenant, je comprenais ce qui avait toujours été vrai. Mon père ne me haïssait pas. Il ne savait simplement pas comment me voir. Et ce n'était plus mon fardeau. La semaine suivante, j'ai repris le service. Briefing d'opération, rapport de personnel, audit de déploiement. Rien de dramatique, mais tout me semblait plus léger. Je ne me cachais plus, ni derrière le silence, ni derrière la force, ni derrière l'ambition. J'étais simplement là, pleinement présente. Des semaines ont passé, puis des mois. Un jour, j'ai reçu un colis sans adresse d'expédition. À l'intérieur se trouvait une photo, en noir et blanc, prise de l'autre côté de la pelouse de la chapelle. Dans le coin, à peine visible derrière un pilier, mon père, se tenant le dos droit, la tête légèrement inclinée, regardant, sans entrer, sans saluer, juste regardant. J'ai retourné la photo, elle était vierge. Pas de notes, pas d'explication, juste l'image. Je l'ai gardée, non pas parce que j'avais besoin de la preuve qu'il était venu, mais parce qu'elle me rappelait quelque chose que j'avais enfin accepté. Vous n'avez besoin de personne à vos côtés pour savoir que vous tenez debout par vous-même. 3 mois après le mariage, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'un symposium sur le leadership organisé à Fort-Belvoir. Sujet: le commandement moderne en transition, les femmes dans les rôles de direction. J'ai failli dire non. Je ne voulais pas être le quota, l'exemple, l'officier féminin enfermé dans une case destinée à inspirer tout en étant disséqué. Mais je me suis souvenu des cadets, des nouvelles recrues qui regardent encore par-dessus leur épaule avant de prendre la parole. Des officiers subalternes à qui l'on a demandé de sourire davantage pendant les briefings, des femmes qui vérifient encore leur col 2 fois parce que les erreurs en uniforme ne sont jamais seulement personnelles, elles sont utilisées contre nous toutes. Alors j'ai dit oui. Quand je suis montée sur cette scène, je n'ai pas porté de veste civile ni atténué l'éclat de mes galons. J'ai porté la grande tenue complète, non pas parce que j'avais besoin d'une armure, mais parce que je savais enfin que ce n'était pas une armure, c'était un reflet mérité. J'ai parlé sans diapositive, sans puce, sans mots à la mode. J'ai dit la vérité. Je leur ai parlé des itinéraires de convoi, pas de métaphores, des coups de chaleur et des rations d'eau manquantes. D'opérations qui ont failli échouer parce que quelqu'un avait sous-estimé la personne silencieuse dans le coin. Je leur ai dit comment le vrai leadership consistait à voir non seulement des systèmes, mais des personnes. L'autorité n'est pas une question de volume, ai-je dit. C'est la voix la plus calme de la pièce, prête à prendre ses responsabilités quand tout s'effondre. Je n'ai pas cité mon père. J'ai cité mon équipe, leur cran, leur silence, leur confiance. Quand le discours s'est terminé, il n'y a pas eu d'applaudissements nourris. Il y a eu une standing ovation. Et au fond, près des doubles portes, portant une veste sombre et un regard subtil que je n'avais pas vu depuis des années, mon père. Il n'a pas fait de signe, il n'a pas appelé. Mais alors que la foule sortait et que je serrais des mains de cadet, il s'est approché. Pas d'uniforme, pas de décoration, juste lui. Plus vieux, plus lent, plus petit. Nous nous sommes tenus face à face pour la première fois en près de 5 ans. Il a tendu sa main. « Madame !» J'ai marqué une pause, puis je l'ai serré. Ferme, stable. « Colonel !» Il s'est raclé la gorge. « Vous avez bien fait. » J'ai acquiescé. « Merci. » Il a détourné le regard, puis est revenu vers moi. J'ai manqué la cérémonie, mais j'ai vu le salut. Je n'ai pas répondu. Il a continué. Je n'ai jamais su comment être présent pour une fille en uniforme, mais c'est ma faute. J'ai du retard à rattraper, si vous me le permettez. Ce n'était pas un plaidoyer, ce n'était pas une absolution. C'était autre chose, de la reconnaissance. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas essayé de réécrire le passé. Il était simplement là, brut et incertain.
Et pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de le corriger, de l'impressionner ou de le surpasser en grade. J'ai simplement regardé l'homme que je poursuivais autrefois et j'ai choisi d'arrêter de courir. Cette nuit-là, David et moi étions assis sur le porche arrière de notre nouvelle maison près de la base. Il m'a passé une lettre pliée qu'il avait sortie de la boîte aux lettres, manuscrite, une écriture familière. Mon père, encore, je ne peux pas retirer ce que j'ai dit, mais j'ai réfléchi à ce que ton mari a dit, que tu es son officier supérieur. La vérité est que tu as toujours été le mien. J'ai juste refusé de saluer. Cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Non pas parce que j'avais besoin de ces mots, mais parce qu'il avait enfin choisi de les utiliser. Parfois, la revanche ne vient pas avec des voix fortes ou des portes claquées. Parfois, il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de prouver que vous avez raison, calmement, régulièrement, et si pleinement que les gens qui ont douté de vous n'ont pas d'autre choix que de vous voir. Et quand ils le font enfin, vous ne diminuez pas, vous vous redressez. Non pas pour leur validation, mais pour ceux qui regardent encore, qui apprennent encore, qui croient encore que le silence signifie qu'ils sont seuls. Ils ne le sont pas, ils ne l'ont jamais été. Alors, si on vous a déjà traité de trop intense, trop militaire, trop émotionnelle, trop ambitieuse, ou simplement de déchet, laissez-moi vous dire ceci clairement. Il ne vous décrivait pas vous, il décrivait ce qu'il ne pouvait pas gérer. Et quand vous vous élevez malgré tout, quand vous remontez l'allée dans votre propre uniforme, avec des cicatrices que vous ne cachez pas et la vérité chevillée au corps, vous n'avez pas besoin d'un salut, mais vous pourriez en recevoir un quand même. Si cette histoire est restée en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Le respect n'est pas hérité. Il n'est pas offert par le sang. Il se mérite. Et une fois que vous l'avez gagné, vous n'avez plus jamais à le demander. Nous vous saluons. Et si personne d'autre ne le fait, nous le ferons. Sí, estaba escuchando mi carcajada, una disculpota. Me pasé de verga. Ya, güey, ya, no me hagan esto, por favor. De por sí tengo como una carcajada un poco, pues ustedes saben, pues ya la escucharon, un poco escandalosa. A la roña, loco. Ya, ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Me dijo mi amigo Panda que no hiciera, al menos no ahorita, mm, ay, perdón, cohetes, que me los lleve así. Y dije, órale, órale, me los voy a llevar así, ¿ok? Llevo por... Batuesai-H. ¿Qué has aprendido de los videojuegos? Por ejemplo, yo aprendí que no importa el tamaño del pájaro, sino cómo destrozas a la puerquita. Tu gordito panda. Ven a la escalera. ¿Cuál de todas Tu las...? gordito panda. Tengo en Monster enfrente. Nah, no es cierto. Ay, Tu verga. gordito panda. Para la mina. Ah, Simón, pues ¿qué dices escalera, güey? Como si nada más hubiera una. ¿Eh? Es de aquel lado, según yo. Tu Simón. gordito panda. No lo mires directo. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar o qué? Ay, hijos de la fregada, güey. Es muy pronto para que me hagan esas bromas, esos chistes. Se supone que todavía no entramos a eso. Tu gordito panda. Para que no desaparezca. No lo mires directo a los ojos. Ok, no Tu lo ve. gordito panda. Tienes lupa. Tu gordito Vete panda. a la Míralo roña. desde ahí. Ya lo estoy viendo. Le vas a partir su mano. No, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Me acerco? A ver. ¡A la roña! ¡A la roña! ¡Espérate, loco!
Al panda. No, güey, no lo traigas. No. Vete a la roña, loco. Yo voy por... Te ayudo, te ayudo. ¡Ah! ¡Órale, órale, órale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, a la verga! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ah! ¡Cosa tu madre! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡No mames, me mató! Me mató, loco. ¡Ay, sudé! ¡Ah, no mames que me mató el panda! Batuesai-H. ¡Pinche Jajaja. panda! Tu ¡Pinche gordito panda. panda! Jaja. ¡Pinche panda! ¿Por qué pusiste dinamita, loco? Tu No, ma. gordito panda. Te atravesaste. Te atravesaste. Cállate, cállate, te atravesaste. A ver, voy por mis cosas. Ah, mames, estuvo buenísimo ese round. Hagan clip de eso, hagan clip de eso. Porque ahorita ando bien ocupada, loco. Ah, no manches, loco. Estuvo buenísimo. Y ahí voy otra vez. No me acuerdo cómo llegar. No, claramente no es por aquí. Es que luego te acostumbras nada más a andar como con la cosa esa. Y es por acá. Y como que nada más ahí vas volando, ¿no? ¿Sabes cómo? Y ya después te toca caminar y no sabes cómo llegar. ¿Verga? ¿Si es por aquí, no? No, güey, no me acuerdo, loco. No, güey, no era Tu por gordito aquí. panda. Sí. ¿Si es por aquí? Ah, chinga. ¿Dónde verga está la mina? Tu gordito Ah, panda. Simón. Ya la vi, ya la Abajo vi. de esa montaña. Ya la vi, loco. Ay, qué vergazo me metí. ¡Vámonos!